Chers collègues, comme d'habitude nous le faisons, nous allons essayer de parler, de vous expliquer comment la situation macroéconomique est vue du niveau microéconomique et nous allons également parler des évaluations des entreprises russes, de leurs estimations plutôt en ce qui concerne les événements de l'économie russe dans la deuxième moitié de l'année 2023. Je voudrais vous rappeler tout d'abord un peu le contexte dans lequel les entreprises russes sont forcées de travailler, ou plutôt le contexte pour ces entreprises en 2023. Et pour commencer, je pourrais dire qu'au début de l'année dernière, l'année passée, presque toutes les entreprises, tous les centres analytiques russes et étrangers, internationaux, estimaient les perspectives de l'économie russe assez négativement. Par exemple, la Banque mondiale, au janvier 2023, estimait que le PIB russe allait tomber de 3,3% vers la fin de l'année 2023. Le Fonds monétaire international était un peu plus optimiste et en janvier de l'année dernière, il considérait que le PIB russe allait croître de 0,3%. La banque russe, notre chère banque centrale nationale, n'était elle non plus très optimiste et considérait que la croissance ou la décroissance de l'économie russe serait autour de 1% euh, suivant l'année. On a, on sait déjà que l'économie russe, le PIB, la croissance du PIB est 3,5%. C'est une des premières évaluations et certains experts considèrent que l'évaluation finale serait même supérieure à ce chiffre. Et c'est une confirmation comme une confirmation de cette évolution plutôt positive en économie en 2023. On voit cette confirmation dans les résultats des questionnaires faits aux entreprises. Mais à part des réussites de l'économie russe en 2023, on a connu également des problèmes assez graves. Chronologiquement, la situation s'est évoluée de la façon suivante. Au début de l'année 2023, nous commencions une réduction assez rapide de l'excédent commercial, de l'excédent du commerce extérieur, qui était lié à la chute des prix des matières premières sur les marchés internationaux et donc la réduction de la valeur du coût des exportations russes. Ensuite, on a vu chuter le taux d'échange du rouble. C'était assez rapide, cette chute-ci. Au début de l'année 2023, en dollars américains était autour de 67-68 roubles et à la fin de cette même année, plus de 90 roubles par dollar. En août et en octobre, on a vu le dollar atteindre 100 roubles en valeur. Quelle est la conséquence de cette chute de la monnaie nationale? C'est l'accélération du taux de l'inflation. Comme nous savons bien, on mesure l'inflation à travers l'indice des prix de consommation en Russie. Si on va mesurer l'inflation mensuelle par rapport à l'année précédente, en 2023, l'inflation était à 2,5%, mais en octobre de la même année, elle s'élevait déjà à 6,7%.
et sans doute la chute du taux d'échange du rouble et l'augmentation du prix de l'indice des prix de consommation ont été les raisons de cette situation. La réaction de la Banque centrale était assez particulière parce que la banque a augmenté le taux directeur. Avant le 21 juin, il était ce taux directeur à 7,5% et à la fin d'octobre, elle s'élevait déjà à 16%, ce qui a rendu les coûts des crédits, des prêts à consommation beaucoup plus chers. Et aussi, les emprunts pour les entreprises ont devenu beaucoup moins accessibles à ces mêmes entreprises. Il faudrait également dire, je pense, que la Banque centrale avait la possibilité d'éviter cette chute de taux d'échange du rouble si, par exemple, la Banque centrale aurait imposer une vente obligatoire des monnaies étrangères par les exporteurs, donc de vendre une partie de leurs revenus un peu plus tôt. Mais cette décision a été prise en automne 2023 où les exportateurs russes les plus grands des 43 grandes entreprises exportatrices devraient vendre 80% de leurs revenus en monnaie étrangère. C'était une sorte d'avouement en direct de leur propre erreur de la Banque centrale. On aurait pu le faire plus tôt, en juillet par exemple, euh, parce que cette vente obligatoire de la monnaie étrangère en octobre, introduite en octobre, a démontré que le taux d'échange du rouble s'est stabilisé par la suite et sa volatilité a été beaucoup réduite. Qu'est-ce que cela nous a donné au niveau des entreprises? D'une part, on voit que les entreprises confirment ce fait, confirme cette croissance assez significative de la production. En plus, les entreprises s'adaptaient d'une manière assez active à cette nouvelle situation en économie russe, et c'est quelque chose que nous allons voir un tout petit peu plus loin en des tableaux. Donc, ces entreprises ont allé chercher de nouveaux marchés de vente, ont introduit des nouveaux produits, ont cherché des nouveaux fournisseurs, ont modernisé leur production. Donc, il y a eu euh, d'informations sur ce type d'action assez élevé et même en croissance sur l'année. En même temps, on a vu de moins en moins des entreprises qui ont réduit les investissements, licencié des employés, réduit les salaires des employés. Cela veut dire que les entreprises russes continuent en général, de manière générale, de regarder la situation assez positivement et continuent à investir de manière active en modernisation et restructuration de leurs activités. En même temps, il faut dire on a vu une augmentation très forte des plantes sur les coûts élevés des crédits de 1,5 fois. Et le plus grand problème de l'année 2023 a été le déficit accru de la force de travail. On va en parler un tout petit peu plus loin. Et l'étendue de ce déficit et ses raisons vont être exposées. Par conséquent, on a vu une stabilisation, une certaine stabilisation, je dirais,
on a vu se stabiliser tant les tendances positives que des tendances qu'on pourrait appeler des tendances négatives. Si en 2022 et dans la première moitié de 2023, les réponses des entreprises à laisser voir cet optimisme dans la deuxième moitié de 2023, on a vu la situation se stabiliser, se fixer. Les tendances négatives ne sont pas présentes, mais les tendances positives, elles aussi, euh, ont arrêté de croître. Et là, après cette introduction, je voudrais voir un peu plus en détail certains aspects de cette situation. Vous avez sur cette image les opinions des entreprises sur les dommages qu'ils auraient subis en conséquence des sanctions imposées par des pays non amicables. Comme vous voyez, la part des entreprises qui considèrent qu'elles ont souffert des sanctions s'est stabilisée autour de 60%. Et autour de 30% des entreprises en même temps considèrent qu'elles n'ont pas du tout souffert des sanctions. Si on compare cela à l'année 2022, ce sont les deux colonnes gauche, on va voir que la part des entreprises qui considèrent qu'elles n'ont pas souffert des sanctions a beaucoup grandi. Mais elle s'est arrêtée de croître, ce qui démontre également une stabilisation de cette structure. Quelles sont les conséquences des sanctions pour les entreprises russes? Ici, nous pouvons tracer une sorte de croissance de l'optimisme. Vous voyez cette partie en rouge au centre du graphique. Ça, c'est la part des entreprises qui considèrent que les sanctions ont produit des conséquences négatives. Donc, des conséquences négatives, bien sûr, pour ces entreprises. Dans la deuxième moitié de l'année, la part des entreprises qui considèrent que les sanctions étaient surtout négatives a diminué et s'est levée à 43%. En même temps, la part des entreprises qui voient autant les conséquences positives que négatives des sanctions a augmenté, ainsi que la part des optimistes absolus qui considèrent que les conséquences des sanctions sont que positives. Et dans la deuxième moitié de 2023, on a vu 5% de ces optimistes absolus. De ce point de vue, on pourrait dire que la vision des entreprises russes est devenue un peu plus optimiste de manière générale. Et aussi de manière générale, comme vous le voyez, les entreprises russes ne considèrent pas les sanctions comme telles une vraie stratégie, bien qu'elles sont d'accord que les conséquences sont, dans la majorité des cas, des conséquences négatives. Voilà. Sur ce graphique, vous voyez les différents problèmes, les soucis produits par des sanctions, les soucis pour les entreprises russes, bien sûr. Tout d'abord, le plus souvent, on parle des problèmes suivants. Ce sont les difficultés d'obtenir les ressources, les matières premières et les pièces détachées étrangères. C'est la croissance importante des coûts des importations et la réduction de la possibilité et les prix croissants au sein du pays. Là, je voudrais dire quelques mots sur les modes d'adaptation.
qu'ont adopté les entreprises russes face aux sanctions occidentales. Le plus souvent, on parle de la recherche des nouveaux fournisseurs, des matières premières et des pièces détachées. C'est plus de 60% des réponses. Parfois, assez souvent plutôt, on voit aussi la recherche des nouveaux marchés de vente. Et ce qui est surtout très, très agréable, je pense, c'est comment dire, le jaune pâle, non, pas le jaune pâle, on dirait en mauve pâle, cette couleur-là sur le graphique, ça c'est la part des entreprises qui s'engagent en modernisation et restructuration de la production. Et on voit qu'entière des entreprises russes a choisi cette voie de réponse et elles comptent d'augmenter leur compétitivité à travers la modernisation et la restructuration de leur production. Et un autre point qui me paraît assez intéressant, c'est la part des entreprises qui ont réduit leurs dépenses d'investissement. Au début de l'année, je vais vous dire quelle couleur c'est, juste un instant. C'est la partie au centre, c'est le vert. Le vert. Donc, au début de l'année 2022, 37% des entreprises avaient réduit leurs dépenses d'investissement en réaction aux sanctions. À la fin de l'année 2023, on a cette part beaucoup réduite, seulement 18% des entreprises qui vont réduire les investissements qu'elles font. Cela veut dire que nos entreprises sont prêtes à lutter, à investir plus d'argent. Donc, la plupart des entreprises ont surtout une vision plus optimiste. Désolée, je défais la présentation dans le mauvais sens toujours. Alors, en ce qui concerne les désirs de nos entreprises quant aux actions du gouvernement fédéral pour leur aider à faire face aux sanctions. La réponse la plus populaire, c'est la réduction des impôts, de la charge des impôts sur les producteurs, sur les fabricants. 50% des entreprises sont d'accord avec cette approche, mais nous savons bien que le gouvernement central n'y va pas encore, n'est pas encore prêt pour réduire de manière significative ou même de quelconque manière réduire les impôts parce qu'on sait sur les 2 dernières années, on n'a pas eu de telle réduction d'imposition. Un autre désir assez marqué qui est devenu encore plus marqué en 2023, c'est la limitation de la croissance des prix des transports, de l'énergie et des carburants. C'est la partie centrale en jaune du graphique. Donc, on a vu augmenter de manière assez considérable les prix sur des différents types de carburants et cette part des entreprises cherchant à limiter cette croissance s'est accrue tout de suite. Donc, 2/3 des entreprises veulent que cette croissance des prix soit limitée. Et en plus, il y a d'autres mesures attendues, c'est le soutien de la demande. Une économie, c'est la réduction de la bureaucratie, la lutte contre la corruption.
Nos- Notre gouvernement fédéral, d'une ou autre manière, va est en train d'appliquer ces mesures. Et on peut dire que dans beaucoup de cas, en fait, l'opinion du gouvernement central et l'opinion des entreprises sur les mesures à contrecarrer les sanctions, ces deux opinions correspondent l'une à l'autre. Désolé, je vais toujours en mauvais sens. Alors, deux, trois problèmes clés qu'on a pu remarquer dans la deuxième moitié de 2023. La première, c'est la réduction de l'accessibilité du crédit des prêts. Ça fait déjà quelques années qu'on se pose la question quelle est la nature, qu'on pose la question aux entreprises, quelle est la nature de la collaboration avec les banques. Donc, il y a quatre réponses. C'est seulement les paiements en cash et les règlements, c'est tout à gauche. La deuxième colonne, c'est le service des règlements et également des prêts pour les fonds de roulement. La troisième colonne, c'est le cash, les règlements, les crédits, les prêts pour les fonds de roulement et les projets d'investissement pour en 2 années. Et finalement, la même chose, mais avec une perspective d'investissement de 3-5 années. Et on a vu s'accroître le nombre, la part plutôt des entreprises qui ne coopèrent avec des banques que pour des règlements. Et ces entreprises ne vont pas contracter des emprunts parce que c'est trop cher pour elles. 62%, c'est c'est le plus grand chiffre de ce type de réponse qu'on a reçu. Et seulement en 1999, on a eu le même niveau, le même chiffre de ce type de réponse. Donc, on peut dire que l'accessibilité des crédits n'est pas idéale pour les entreprises russes. On peut aussi voir un phénomène très intéressant si on analyse les réponses. Si on demande aux entreprises de souligner les problèmes les plus graves, elles vont parler du manque de la force de travail, ensuite des coûts élevés, des transports, des énergies, etc. Troisième place va aux impôts trop élevés et l'accessibilité des emprunts est au septième, huitième place. Et vous comprenez avec ce tableau pourquoi est-ce que ce point-là n'est pas nommé parmi les premiers. Parce que plus de 80% des entreprises ne vont pas demander des emprunts, alors que le déficit de la force de travail concerne tout le monde, les prix élevés, les impôts élevés concernent tout le monde, mais les taux d'intérêt élevés ne concernent que autour de 20% des entreprises russes. Mais si on demande encore des crédits pour les fonds de roulement, on pourrait dire que cela concerne autour de 40% des entreprises russes, mais c'est tout. La chose suivante, c'est un autre résultat très intéressant de notre investigation. Ici, je vous invite de regarder les deux dernières lignes et la troisième colonne, là où il y a un chiffre en rouge. Ici, on va parler du taux d'échange du rouble et la question exacte qu'on pose, c'est comment est-ce que je formule ça en russe? Déjà, quelle dynamique du taux d'échange du rouble serait la plus profitable pour votre entreprise dans les conditions
actuelle. Les quatre réponses sont l'affaiblissement du rouble, le taux d'échange du rouble stable, le renforcement du taux de rouble et quatrième réponse, cela n'importe pas à notre entreprise. Et vous voyez que seulement 8% des entreprises sont pour affaiblir le rouble, 43% euh, voudraient plutôt voir le rouble stabilisé et 43 presque des entreprises sont pour renforcer le taux d'échange de rouble. Pour renforcer le rouble, cela est 20 points de pourcentage plus élevé qu'en 2022. Donc, on pourrait dire que pour beaucoup d'entreprises russes, presque pour une moitié, la chute du taux d'échange du rouble a créé des problèmes supplémentaires. Euh, et ce sont, on dirait, les entreprises qui ont une part significative des importations dans leurs achats. Et pour eux, cette chute du taux d'échange de rouble a été un processus négatif. Et vous voyez que ce nombre des entreprises a doublé dans une année. Et ici, peut-être l'image la plus dramatique de cette dernière année, 2023. Donc, vous voyez un déficit assez fort en main-d'œuvre qui est reflété ici. Donc, j'attire votre attention sur la colonne de droite. Vous voyez les deux lignes du bas. Donc, vous voyez la part des réponses des entreprises qui nous disent que leur société est en situation de manque de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas des catégories d'entreprises spécifiques, ce sont toutes les entreprises qui ont répondu à cette étude. Donc, vous voyez qu'il y a une part très importante de réponses négatives et ces sondages, nous les menons depuis 1999 et c'est le taux maximum que nous avons jamais atteint. Donc, ce niveau de manque de main-d'œuvre est effectivement historique. Donc ici, je pense qu'il y a deux facteurs qui ont eu un impact. Donc, bien sûr, il y a cette tendance au long terme avec des tendances négatives démographiques, effectivement. Nous avons de moins en moins de population active. On a eu des pics récemment, mais maintenant, nous continuons cette tendance négative. Et une autre raison, c'est la fuite des cadres de la main-d'œuvre dans l'armée. Donc, nous savons que le nombre de volontaires qui signent un contrat avec l'armée russe a dépassé 500 000 personnes. Et il y a d'autres personnes qui ont été mobilisées, de l'ordre de 200 000 personnes dans ce cas-là. Et bien sûr, il y a une partie de ces personnes qui étaient au chômage, qui sont parties à l'armée, et une partie de ces personnes est revenue dans l'économie. J'en ai déjà vu, qui sont passés par l'armée et qui sont revenus. Une partie des volontaires étaient des citoyens étrangers, mais il y a une part, cette part n'est pas très conséquente. Donc, on voit que ces personnes qui sont parties du marché du travail, dans ces cas-là, donc il y en a des centaines de milliers de personnes. C'est ce qu'on retrouve ici, et donc ce manque de main-d'œuvre peut être expliqué par cette raison-là. Il y a aussi un troisième facteur, c'est l'augmentation de la production. On peut dire que c'est un facteur plutôt positif. Donc, depuis les 25 ans que nous menons ces sondages, nous avons toujours vu que dès qu'il y avait une augmentation de production, une croissance de l'économie, il y a bien sûr à chaque fois un déficit de main-d'œuvre.
alors que si vous regardez par exemple l'année 2015, où on était encore en situation de crise, il y avait beaucoup moins de messages de sociétés qui nous disaient qu'ils avaient un manque de main-d'œuvre, de l'ordre de 14%. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous avons effectivement eu beaucoup d'autres réponses très intéressantes. Nous avons 20-25 questions à chaque fois, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails de nos études. Donc j'ai choisi les facteurs qui me semblent, ou les faits plutôt qui me semblent les plus intéressants, que nous avons relevés lors de notre dernier sondage. Et je voudrais bien sûr remercier les membres de mon équipe qui ont participé à cette étude, à ce sondage. Il y en a 2 qui sont présents dans cette salle avec nous. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Dima pour cette présentation concise et avec une importance majeure pour comprendre les déterminants du comportement de l'économie russe. Nous sommes déjà habitués depuis 25 ans à ces travaux et les poursuivre pendant autant de temps, avec autant de persévérance et d'adaptation au contexte, est vraiment quelque chose qui nous éclaire sur le comportement, la microéconomie de l'économie russe. Merci encore à toute l'équipe. Nous avons une dizaine de minutes pour la discussion. Je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent. Moi, j'ai levé la main. Alors, il y a Jacques qui a levé la main. Là, je la vois sur le côté, pas sur l'écran. Voilà, donc je lui passe la parole. Et il y a aussi 2 questions dans la salle. Merci. Par la suite. Bien, merci beaucoup Dima pour cette intervention qui, comme toujours, est extrêmement intéressante. Je voudrais faire une observation et te poser une question. L'observation, c'est que on voit bien effectivement le changement d'attitude au sein des entreprises. Alors, changement en 2 temps. Changement qui se passe en 2022, entre le printemps 2022 et l'automne 2022, et puis le changement qui se passe entre le printemps 2023 et l'automne 2023, avec effectivement l'impact de la baisse du taux de change du rouble et la montée des taux d'intérêt. Bon, ça, on le voit très bien. Après, j'en viens à mes questions. J'ai 2 questions, ce sont des questions techniques, mais qui sont importantes pour l'interprétation que l'on peut faire de l'étude. Première question, c'est il nous faudrait la taille de l'échantillon. Si tu veux, évidemment que tu l'as, mais il faut toujours préciser la taille. La deuxième question, elle est plus complexe. C'est est-ce que l'on pourrait avoir une distribution des résultats en fonction de la taille des entreprises et des secteurs d'opération de ces entreprises. Et je m'explique. On voit que les entreprises, globalement, elles souffrent tous de la pénurie de main-d'œuvre et ça se comprend parfaitement, mais certaines pensent que le taux de change du rouble est normal, d'autres pensent qu'il est trop bas et voudraient qu'il remonte. Même chose, on a des réactions assez différentes. Certaines entreprises continuent de vouloir diminuer l'investissement, d'autres, au contraire, l'augmentent. Bref, j'ai le sentiment que la diversité des entreprises, à la fois en taille et en secteur d'opération, joue un rôle fondamental dans la manière dont les entreprises ont ressenti la crise depuis mars 2022. Et par exemple, des entreprises qui sont en réalité des sous-traitantes de très grandes entreprises, des entreprises qui travaillent
pour Gazprom, pour Rosneft, pour AZLK, enfin bon, bref. Ces entreprises ont probablement pu être aidées par la grande entreprise. En regardant les statistiques de Rostat, j'ai été frappé par la montée du poste des prêts inter-entreprises. Et ça me semble quelque chose d'assez important. Même chose, c'est la différence entre les entreprises qui regardent le marché intérieur et les entreprises qui cherchent à se développer sur des marchés d'exportation. Bref, pour faire une interprétation peut-être plus complète de cette étude, il faudrait absolument avoir la répartition du panel par taille de l'entreprise et par secteur d'opération. Merci beaucoup, Jacques, pour cette question. Oui, le problème de l'échantillon, c'est toujours un problème assez complexe. Et donc, je dois vous dire ici que tout d'abord, après le début des événements de l'année 2022, nous avons perdu un quart à peu près de notre échantillon parce que certaines entreprises ont refusé de répondre à nos sondages, à nos questionnaires, pour des raisons qu'ils ont été recommandés, on leur a recommandé d'avoir plus de confidentialité dans leurs actions, de ne pas dévoiler des informations. Donc, effectivement, nous savons que des tentatives de savoir le secteur d'activité de certaines entreprises peuvent être malveillantes. Et donc, c'est pour cela que certaines entreprises, au cas où, on va dire, ont refusé de répondre à nos questions. Donc, en fait, nous avons eu ces résultats sur 127 entreprises. Donc, 127 entreprises ont répondu. Enfin, plutôt, on a comptabilisé ces 127 réponses parce que nous avons eu un peu plus de réponses, mais nous essayons d'avoir une structure d'échantillons à peu près pareille tous les ans. Donc, nous avons dû en fait enlever une partie de cet échantillon des résultats. Donc, nous n'avons pas pu interpréter d'une manière assez bonne ces réponses et nous avons décidé de ne pas les inclure dans les calculs. Et ensuite, en ce qui concerne la taille des entreprises, nous avons 14,5% d'entreprises avec plus de 1000 employés, 18% entre 250 et 1000 personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et pour 19%, c'est entre 100 et 250 personnes. Donc, 30% des entreprises, ce sont des entreprises de 16 à 100 personnes. Encore 30% donc, de petites entreprises avec moins de 16 employés. Nous avons à peu près 40 régions du pays qui sont représentées dans l'étude et une vingtaine de secteurs d'activité économique. Donc, vous avez l'électroénergie, vous avez des hôtels et des restaurants, et d'autres secteurs. Donc, ce sont que des entreprises du secteur réel. Nous n'avons pas sondé le secteur financier, ni le secteur du commerce. Nous n'avons pas sondé, par exemple, des firmes juridiques ou autres de cette nature, donc qui ne se rapportent pas au secteur réel. Ensuite, en ce qui concerne les différences, effectivement, celles qui se prononcent pour l'affaiblissement du taux de rouble, ce sont essentiellement les entreprises qui ont beaucoup d'exportations dans leur production.
celles qui se prononcent pour le renforcement. Pour l'essentiel, c'est les entreprises de construction des équipements, de l'industrie chimique, mais ce ne sont pas des entreprises qui exportent des produits chimiques. Celles qui parlent du manque de main-d'œuvre, ce sont toutes les entreprises en fait. Donc ça, c'est un problème qui touche tous les secteurs et tous les types d'entreprises. Et ceux qui parlent d'un manque ou d'inaccessibilité de crédit et d'emprunt, ce sont plutôt des sociétés, des entreprises assez grandes. Donc les petites et moyennes en parlent un peu moins parce que effectivement les grandes entreprises ont accès au crédit à taux préférentiel, ou alors comme vous avez dit effectivement Jacques, vous avez mentionné qu'ils peuvent avoir des crédits de leurs clients plus grands. Donc voilà, ceci explique cela, on va dire. Donc chers collègues, l'année dernière, moi j'ai visité 16 entreprises de transport et donc heureusement la direction de notre institut soutient ces projets de visite des entreprises pour pouvoir les étudier. Et donc moi j'ai visité le chemin de fer de Saint-Pétersbourg. Ensuite j'ai visité aussi 2 entreprises de transbordement de conteneurs importés dans 10 ports de l'oblast d'Astrakhan, en Bachkirie et en Novosibirsk. Je ne vais pas parler de Novosibirsk ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout d'abord, ce que j'ai entendu de la part des directions de ces sociétés, c'est qu'il y a un grand manque de cadres ou de main-d'œuvre du niveau des chauffeurs, des opérateurs de transport. Et en fait, ce n'était pas lié aux sanctions économiques de l'Occident, mais plutôt à une politique erronée dans l'éducation depuis les années 90. Donc ce n'est pas l'Europe ou les États-Unis qui nous ont empêchés de former des chauffeurs. C'est notre problème interne. Donc, on parle, c'est ce qu'on me disait à Rosneft, par exemple, à Neftekamsk, nous avons besoin de 25 chauffeurs pour qu'ils transportent les équipements dont nous avons besoin. Et c'est des poids lourds qui sont très onéreux. Et en fait, donc c'est un camion qui peut coûter jusqu'à un demi-million de dollars et il faut avoir un chauffeur bien formé. Et malheureusement, les instituts ou les organismes de formation qui existaient à l'époque soviétique, ils n'existent plus et donc il n'y a plus de personnes formées. Donc, dans une ville de 120 000 personnes, on ne peut pas trouver 25 chauffeurs formés. Donc ça, c'est un premier problème. Donc quand je leur posais la question de savoir mais comment ça va chez vous avec les sanctions économiques et tout, et ils me disaient c'est pas les sanctions qui nous empêchent de vivre, c'est qu'on a pas assez de personnel qualifié. À Astrakhan aussi, je parlais aux personnes qui travaillent dans les ports. Par exemple, il y a des Iraniens qui ont acheté un port à Astrakhan. Je leur ai demandé aussi, est-ce que vous avez un manque de personnel? Oui, il nous manque des opérateurs de grue. Effectivement, pareil, il y a un manque de formation justement au niveau de l'État. On espérait qu'il y ait des organismes de formation privés qui le font, mais il n'y en a pas. Donc voilà, il y a un manque de main-d'œuvre ici aussi. Et un autre aspect important qui m'a été révélé par rapport à l'impact des sanctions, c'est qu'en Russie, en fait, il y a un retour des sociétés automobiles des pays européens. Et il y a donc des nouvelles voitures qui sont présentes et on a besoin de transporter plus de marchandises
Donc, je vous disais hier que le volume de marchandises transportées ont augmenté de 0,7 milliard de tonnes. Donc, effectivement, il y a un besoin en chauffeurs. Donc, cette situation a eu un impact sur la main-d'œuvre. Et un dernier point que je voulais souligner, c'est intéressant effectivement de voir que certaines entreprises en Bachkirie, pour avoir des spécialistes qualifiés, ils attirent des alumni de l'Institut de l'agroalimentaire. Et une dernière question. Donc, quand je parlais aux propriétaire, donc l'Iranien qui est propriétaire d'un port à Astrakhan, je lui ai demandé quels sont les problèmes auxquels vous faites face avec les emprunts en Russie. Et il m'a dit, bah, vous savez, j'ai regardé les banques russes, les premières, la deuxième, la 10e place, et ils ont tous des revenus énormes, ils ont des avoirs énormes. Donc, tout va bien. Ensuite, Madame Nabiulina a dit, donc, on est à 10%, mais la banque dit, moi, je vous prête à 24%. Et je leur demande, mais pourquoi vos banques qui ont beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas me donner un emprunt à 5 ou peut-être 8%. Donc, je leur ai dit, bon, je vais consulter des spécialistes, je vais essayer de vous répondre plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est une question que ces propriétaires étrangers se posent. Donc là, c'était un propriétaire iranien, comme je disais, d'un port qui se trouve sur les territoires russes. Et il y a cette question qui se pose. Et ensuite, en ce qui concerne les sanctions économiques, dans la région d'Astrakhan, en tout cas, les gens travaillent sur ce couloir du nord au sud vers l'Iran. Donc, les Iraniens disent, voilà, ne vous prenez pas la tête. Nous, ça fait 40 ans qu'on est sous sanctions, donc ne vous prenez pas la tête. On va se concentrer sur le transport et nous allons gagner de l'argent. Donc là, c'est leur réponse aux sanctions, mais là, encore une fois, c'est une région un peu particulière. Et un dernier point, effectivement, c'était un échantillon assez intéressant qui nous a été montré, mais je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que ça varie en fonction des régions. Et là, c'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail. Merci. Oui, donc d'après ce que j'ai compris, c'est plus un commentaire qu'une question, donc j'ai pas vraiment besoin de répondre. Igor Frolov voulait poser une question également. Oui, merci beaucoup. C'est une intervention très intéressante. Effectivement, je voulais effectivement évoquer un des membres de votre équipe. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, nous voulions lui souhaiter son anniversaire. Et la question est la suivante. Donc, Jack en a déjà parlé un petit peu. Effectivement, on pense que cet échantillon, dans cet échantillon, il y a plus de petites entreprises qui sont représentées. Et effectivement, ce sont des petites entreprises qui ne prennent pas d'emprunt forcément. Donc, est-ce que vous prévoyez de faire une étude sur d'autres types de secteurs ou d'autres types d'entreprises? Parce que les banques, en fait, ils sont dans une situation différente par rapport aux entreprises. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une autre étude sur les banques dans cette situation? Merci. Oui, j'ai compris. Théoriquement, on pourrait faire effectivement d'autres recherches supplémentaires. On peut peut-être séparer cet échantillon par secteur d'activité, par groupe d'entreprises, mais je pense qu'il faudrait pour cela élargir cet échantillon considérablement. Et pour l'instant, pour des raisons diverses, et surtout parce que les entreprises
ont des réserves par rapport à la communication avec nous, avec les instituts de recherche. Nous ne pouvons pas le faire là tout de suite. Et d'après ce que je sais, tous les centres de recherche qui sont des entreprises pendant ces 20 dernières années, ils se plaignent justement du fait que la part des entreprises qui répondent au questionnaire ne cesse de diminuer. Donc ça, c'est un problème global. Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment comment le résoudre. Et effectivement, si ce n'est pas 130 entreprises, mais 400 entreprises, là, on pourrait effectivement faire une étude telle que vous le proposez, et ce serait des études d'une qualité assez bonne, parce que on aurait dans ce cas-là assez d'entreprises qui y participeront, et là on pourrait parler d'une représentativité réelle de leurs réponses. Mais il y a encore des questions? Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Oui, donc je vais poser ma question, elle est vraiment brève. Donc dans un des tableaux que vous avez montré, on parlait de la réaction des entreprises. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux réactions qui sont un peu collées l'une à l'autre. Donc, on a d'un côté le taux qui augmente et d'un autre côté un taux qui augmente très rapidement. Donc, qu'est-ce qui est perçu comme un facteur négatif? Est-ce qu'on parle ici d'une chute? Ou c'est juste quand on passe à un niveau qui n'est pas profitable, on va dire. Donc, est-ce que c'est interprété un petit peu différemment? Donc, j'ai l'impression que on pourrait l'interpréter un petit peu différemment ici, parce que c'est peut-être pas une interprétation assez pure, assez propre. Parce qu'il y a une réaction à un choc, effectivement, elle est négative, et c'est une réaction peut-être plus significative qu'une réaction à des variations de taux. Donc, est-ce que vous avez essayé de distinguer ces situations? Je pense que la formulation de la question est assez claire. Donc, quelles sont vos réactions à la variation de taux? Donc, effectivement, ce qui serait profitable, c'est de voir un renforcement ou un affaiblissement du taux. Donc, je pense que cette question, elle parle plus de la réaction actuelle et de ce que les entreprises souhaitent voir. Donc, je pense qu'il peut y avoir des similarités entre les perceptions à long terme et à court terme. Théoriquement, effectivement, on pourrait les distinguer, les séparer en deux questions, mais notre expérience montre que, en fait, les entreprises ne comprennent pas les questions trop complexes. Donc, on essaie d'avoir des questions les plus transparentes possibles, disons. Donc, parce que sinon, on aura du mal à interpréter leurs réponses. C'est le problème aussi. Donc, là, effectivement, il faut trouver une sorte d'équilibre entre une bonne question et l'interprétation des réponses. Donc, parfois, effectivement, on commet des erreurs dans notre formulation des questions. Par exemple, dans une seule question, on pose deux questions de fait. Donc, cela veut dire que dans les réponses des entreprises, nous ne comprenons pas à quelle question elles ont répondu, parce elles ont mal compris la question, mais c'est de notre faute. Donc là, ici, effectivement, il y a peut-être une sorte de confusion entre les genres, on va dire, mais cela fait des années que nous posons cette question sous cette formulation. Donc, je pense que cela nous permet aussi de voir l'évolution de la situation et d'interpréter ces évolutions de la situation d'une manière plus ou moins correcte. Merci.